Un an de piraterie. Écrit et conté par Raffadam. 2 mois plus tard. « Capitaine !» dit Daniel depuis sa vigie. « Je ne vois pas le revanchard !» Jacques alla voir par lui-même. Sa longue vue ne laissait voir qu'un galion imposant échoué près du rivage. Et son attention se porta sur un feu. La fumée montait pour se dissiper dans un ciel sans nuages. Des marins semblaient faire cuire quelque chose. Le capitaine ordonna qu'on jette l'ancre aussi près que possible, puis il fit mettre des canots à la mer pour rejoindre la plage. Il finit par reconnaître le rageux, la Buse et 2 autres corsaires. Ils coururent vers eux. Le souffle coupé et la gorge nouée par l'émotion, le rageux prit la main de son capitaine. L'envie de le serrer dans ses bras était grande, mais le capitaine, lui-même gêné par ce témoignage d'affection, dit « Bon sang, que s'est-il passé ?» Le rageux perdit le sourire et la joie qui illuminait un peu son visage disgracieux. Daniel et d'autres corsaires formaient un cercle autour d'eux. Nous étions partis à la recherche des 2 disparus. Quand on est revenu, les Espagnols étaient là. Ils ont libéré les prisonniers. « Et le capitaine ?» demanda Jacques inquiet. Le rageux parut déçu et blessé par la question de Jacques, comme si leur sort importait moins que celui de Montbars. « Montbars nous a abandonnés !» s'exclama le rageux. « Sans vous, allez savoir ce qu'il serait advenu de nous. » Jacques comprit le message, il posa une main sur l'épaule du rageux et dit aux autres « Préparez le campement pour la nuit et donnez à manger à ces hommes. » Daniel et le frêle retournèrent au bateau exécuter ses ordres. Dans les cales, quelques singes et porcins capturés sur le continent et qui avaient survécu au voyage. Mais le rageux et les siens avaient perfectionné leur technique de pêche. Ils faisaient griller 2 dorades pêchées au harpon. Jacques regarda la lisière, puis dit au rageux « Pourquoi n'allez-vous pas chasser dans l'île? Il doit bien avoir du gibier, non ?» La Buse, Rochefort, Sans Poil et le rageux échangèrent des regards complices. « À cause des cannibales, » dit la Buse. Jacques crut mal entendre. « Des cannibales, dites-vous » ? « Les prisonniers ne se sont pas évadés, capitaine. Ils ont été capturés. » Les corsaires regardaient le poisson bientôt prêt. Sans Poil se leva, cracha dans le sable et s'éloigna. Il n'avait plus faim. « Ils ont mangé les 2 Castillans, » ajouta le rageux. « Voilà pourquoi on fait des rondes la nuit. Et tous les soirs, on change d'emplacement. » « Ils n'ont pas dû détecter votre présence, » ajouta Jacques. « Et maintenant que nous sommes là, tout ira bien. »« Tout ira peut-être bien si on lève l'ancre, » dit le rageux. « Nous ne savons pas combien ils sont. Ils pourraient être une 20aine, au plus. »« Calmez-vous, » ordonna Jacques. « Nous avons des armes, et Montbars reviendra bientôt. »« Comment osez-vous » dit Rochefort. « Vous n'en savez rien. » Jacques planta son regard dans les yeux de Rochefort. Il se mit à genoux pour être à sa hauteur et dit « Je comprends votre rancœur. Mais le capitaine vous a abandonné temporairement. Il devait fuir pour mieux revenir. » Il finit toujours par tenir sa parole. Les corsaires n'ajoutèrent rien, mais leur projet de mutinerie avait eu le temps de mûrir. Jacques avait fait construire une vigie à même la plage, en haut d'un palmier de 20 mètres. Des planches de bois formaient une plateforme d'observation. Des branches de palmier entremêlées servaient de parasol. Daniel passait ainsi le plus clair de sa journée à observer tantôt la jungle, tantôt la mer. De temps à autre, il allait pêcher au harpon et laver le pont du Fidèle. Jacques avait autorisé la chasse par groupe de 6. Il avait interdit aux hommes de s'aventurer trop profondément dans la jungle. Or, c'était là où vivait le gibier. Un jour, le capitaine du Fidèle proposa à Daniel de délaisser la vigie quelques heures pour apprendre à lire. « Tu es culotté d'avoir menti au capitaine Montbars, » lui dit-il. Le jeune Daniel sentit son pouls s'emballer. Il en rougit. « De quoi parlez-vous ? Tu as dit que tu savais lire. Tu feignais de lire l'écriteau du chaudron hurleur, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » confessa Daniel, un peu honteux. « Mais j'ai une bonne vue, et c'est tout ce qui compte, non ? » ?»« Ces corsaires ne savent pas lire, » dit Jacques. « Et regarde-les. » Daniel les observa un instant. Il ne voyait pas bien où Jacques voulait en venir. « Vous aussi, vous êtes dans la flibuste, » rétorqua Daniel. « Tu as raison, Daniel. Mais j'ai choisi mon destin, et à tout moment, je peux délaisser la vie de corsaire pour un autre métier. Ces hommes n'ont pas le choix, tout comme toi. Et vous pensez qu'apprendre à lire me rendrait plus libre ?» demanda Daniel avec une pointe de naïveté. « Moi, je crois que c'est surtout la fortune de votre famille qui vous rend libre. »
Ma famille m'a rejeté, et je n'aurai rien en héritage. Mais je sais lire, et grâce à la lecture, je peux apprendre, acquérir des valeurs, penser, changer, m'adapter, me réinventer. » Daniel ne semblait pas bien comprendre. « Je dis que l'éducation par la lecture peut ouvrir des portes, Daniel. Que ces corsaires auront tôt fait de virer pirates, et qu'ils se ligueront contre Montbars, s'ils en ont l'occasion. Ils ne connaissent rien d'autre, et ne soupçonnent rien de ce qu'un livre peut renfermer de liberté. »« Je n'ai pas le temps de lire, » dit Daniel. « Je veux rentrer au plus vite pour apporter fortune à mon père et à ma mère. J'ai maintenant de quoi nous sortir de la misère. »« Tu veux parler de ça ?» dit Jacques en désignant la chemise de Daniel. « Dès qu'ils en auront l'occasion, ils te voleront le diamant. J'aurais pu moi-même te l'ôter et l'ajouter au butin. »« Ne faites pas ça !» s'exclama Daniel. « Il en va de la vie de ma famille. » « Et comment pensais-tu convertir ce diamant en monnaie sonnante et trébuchante, Daniel ? Ne crois-tu pas qu'il faille lire pour faire affaire ? Ne liras-tu pas la certification du diamantaire ? Ou ton contrat avec le banquier ? Et si l'argent venait à manquer, retourneras-tu labourer la terre que tu as fui ? » Jacques disait vrai. Daniel regardait dans le sable. « Passons à un pacte, » ajouta Jacques. « Si tu apprends à lire à mes côtés, je t'expliquerai comment convertir un diamant brut en compte en banque. Qu'en dis-tu » Le capitaine du Fidèle tendit sa main. Daniel hésita, puis il la serra en regardant ailleurs. Jacques s'éloigna, puis il dit en se retournant. « Ah, tu devrais enterrer ton trésor quelque part dans cette jungle. » Daniel le regarda revenir près de ses hommes, puis il courut dans la jungle. Dans ses oreilles, il n'entendait plus que les battements de son cœur. Ses yeux affolés finirent par se poser sur un arbre au tronc tordu. Il regarda furtivement autour de lui, vit que personne ne l'avait suivi, écarta des fougères et des hautes herbes pour creuser la terre avec acharnement. Puis il déchira un bout d'étoffe, y déposa le diamant brut, avant de l'enterrer. Par 2 fois, le rageux et Rochefort le bousculèrent. « Où que t'as enterré le diamant, sale gosse ?» avait dit le rageux. Mais Daniel n'avait pas flanché et Jacques était intervenu. « C'est moi qui l'ai. Il est dans un coffre avec le reste du butin. Quand le capitaine Montbars reviendra, nous partagerons tout à parts égales. » 18 jours plus tard, Daniel était à l'étude ou perché sur la vigie. Sa vue n'était plus aussi bonne à cause de la chaleur et de la fatigue. Mais sur les flots bleus et immaculés, il vit une tache noire. Il eut du mal à stabiliser sa lunette, comme si l'île tout entière tanguait elle aussi. Il finit par le voir, le revanchard. Et quand il fut assez sûr, il réveilla tous les hommes de leur sieste. « Le revanchard ! Le capitaine est revenu !» Jacques remit un peu ses habits en place. Il courut prendre sa longue vue. Tous les corsaires étaient debout, en ligne sur le rivage. Bientôt on vit le navire jeter l'ancre, et 2 canots furent mis à l'eau. Le rageux tentait de contenir son courroux. Montbars sauta du canot, et ses bottes se remplirent d'eau salée. Il vint se poster devant ses hommes. Il cherchait ses mots. « Nous sommes revenus, » finit-il par dire. « Et je sais que vous m'en voudrez de vous avoir abandonné. Mais nous sommes revenus, dès que nous avons pu. » Silence dans l'assemblée. Jacques observait la réaction des corsaires. Il espérait en secret démasquer les mutins. Un rictus et un regard oblique auraient suffi à les trahir. Mais à part le rageux, ils cachaient bien leur jeu. « Et maintenant ?» explosa le rageux. « Quels sont vos plans ?» Le capitaine Montbars se retourna vers son ancien quartier-maître. « Nous avons toujours Ojeda dans les cales, » dit Montbars tout haut. « Nous pouvons donc exiger une rançon. »« Allez s'exposer, » dit la Buse. « Nous avons perdu trop d'hommes. Et vous aussi. Nous devrions faire profil bas, d'autant que Jacques et les siens ont vérifié l'emplacement de la mine. Il ne nous reste qu'à partager le butin du galion et à rentrer au pays, faire notre rapport. » La plupart des corsaires étaient d'accord avec la Buse. « Ouais, pouvait-on entendre. Rentrons au pays. »« Du calme, » dit Montbars. « Vous savez bien que l'or revient au roi. Il nous en faut plus pour espérer avoir quelque chose à la fin. »« Le roi nous récompensera quand il verra les plans, » dit Daniel. « Ojeda disait vrai. La mine abonde de diamants rouges. » Montbars se mit à réfléchir. Son équipage était divisé. « Les Espagnols ont d'abord pillé les bijoux et les objets religieux des Indiens, » dit soudain le rageux d'un ton calme qu'on ne lui connaissait pas. «
Voilà qu'ils exploitent les mines de diamants pour le compte de Séville. Ils fondent l'or et l'argent en lingots et en pièces. Nous autres corsaires, nous les volons à notre tour. Puis, vous le donnez à l'intendant qui le donne au roi. Ces trésors n'appartiennent donc pas plus au roi qu'aux corsaires. Nous autres mourrons en mer, pas le roi. Nouvelle approbation parmi les corsaires. Au fond de lui, Daniel rejoignait le rageux. Mais il avait encore pour le capitaine Montbars trop de respect. Certes, dit Montbars les mains levées, nous servons le roi de France. Mais nous nous servons au passage, mes frères. Garder tout ça reviendrait à se mettre le roi à dos. Et les Espagnols seraient alors le dernier de nos soucis. C'est un risque que nous pouvons assumer, dit Rochefort. Vous serez donc des pirates, cria Montbars. Et vous serez chassés sur toutes les mers le restant de vos jours. Vous ne pourrez même pas retourner dire au revoir à vos familles. Restez au pays. Daniel repensait soudain à sa sœur et à ses parents. Sans le diamant qui revenait au roi, il s'était condamné à rester dans la misère. Et en qualité de pirate, il serait arrêté et pendu avant même de les revoir. Et comme si le dilemme n'était déjà pas assez grand, il repensait aux Indiens, spoliés et réduits en esclavage, et à ce diamant, bien mal gagné. « Si vous voulez entrer dans la piraterie, dit Montbars, alors il nous faudra une nouvelle terre d'accueil. L'île est habitée par les cannibales, dit le rageux. Il nous faut reprendre la mer. » Voyant qu'il n'arrivait à rien, et face à la menace imminente d'une mutinerie, Montbars offrit 5 jours de repos avant de reprendre la mer. Il fit descendre des vivres et du rhum pour les survivants. Montbars était assis sur une caisse près du feu. À ses côtés, Jacques, le frêle, Daniel et John Grand'Horse. « Je sais ce que vous avez fait pour moi, » dit Montbars, « et je ne saurais vous en remercier assez. » Il jeta un regard à chacun et s'arrêta sur Daniel. Le jeune corsaire regardait les reflets du feu sur le sable. On le sentait désemparé, en proie au mal du pays. « Tiens, Danny, » dit le capitaine, « prends-le. » Daniel releva la tête sans entrain, et son visage s'illumina un peu à la vue d'un pistolet orné d'or. « C'est celui de Reda, » ajouta Montbars. « On fait pas mieux de nos jours. » Le frêle sourit tendrement à Daniel. Le jeune corsaire remercia son capitaine, puis il fut pris d'une soudaine envie de vomir son rhum. Il s'éloigna d'abord lentement, puis courut tout vomir à la lisière de la jungle. Jamais il n'avait vomi autant. Montbars et les autres en rirent, puis tous reprirent peu à peu leur méditation près du feu. Grand'Horse avait les paupières lourdes et le corps plein de rhum. Il était sur le point de s'endormir, mais il sentit soudain une lame tiède au creux de son cou. Montbars vit dans la lueur du feu Rochefort. « Pas de geste brusque, » dit la Buse au frêle qu'il menaçait d'un couteau. « Levez-vous, capitaine, » dit le rageux qui se tenait derrière lui. Jacques voulut mettre sa main au fourreau, mais Sans Poil asséna un coup de crosse sur sa tête, et le capitaine du fidèle s'écroula dans le sable, inconscient. Dans la pénombre, Daniel assista impuissant à la mutinerie. Il prit le pistolet fermement, hésita à se jeter sur les mutins, mais il s'enfonça à reculons dans les ténèbres de la jungle. D'autres corsaires aidèrent à ligoter les prisonniers 2 par 2. Assis dans le sable, les mains et les pieds liés, Jacques était dos à dos avec Montbars. « Jacques !» murmura Montbars par-dessus son épaule. « Jacques !» Mais Jacques était toujours inconscient. John Grand'Horse essayait de ne pas trop se reposer sur le frêle. « Désolé, » dit-il, « j'ai sommeil. » Le frêle ne dit rien, et il sentit la masse du corsaire pousser contre son dos squelettique. Le rageux vérifia lui-même les attaches et dit à la Buse: « Où est le gamin ? Il a dû fuir dans la jungle. On ira le chercher au petit matin. » Quelques heures plus tard, 3 corsaires étaient partis à la recherche de Daniel. « Je vous donne une chance de vous racheter. Joignez-vous à moi, et je vous rendrai riche. » Mais Jacques, le frêle et Grand'Horse ne dirent rien. Le rageux sortit son couteau. Aucun corsaire n'osa intervenir, bien que certains eurent aimé éviter un nouveau bain de sang. « Que dis-tu, John Grand'Horse ?» Grand'Horse releva la tête. Le rageux réitéra sa question, la lame sur son cou. Le grand John alla chercher des glaires superbes imbibées de rhum, et il cracha le tout au visage du rageux. Mais le rageux sourcilla à peine. Il rétracta ses mâchoires et planta sa lame dans le cou potelé du grand John.
Le corsaire émit un léger râle de douleur, puis le sang se répandit dans sa chemise. Le frêle sentit la masse le tirer en arrière. Jacques et Montbars assistaient à la scène, impuissants. Ils échangèrent un regard avec le frêle. « Et vous, capitaine du fidèle ?» dit le rageux à Jacques. « Êtes-vous du même avis que John ?» Le rageux releva le menton de Jacques avec sa lame. « Le rageux !» intervint la Buse. « Épargne la vie de ces hommes, et partons. » Mais le rageux ne daigna pas lui répondre. Parmi les corsaires, la mort de Grand Torse avait causé une vive émotion. Jacques fixa le rageux droit dans les yeux et dit, qui se venge d'un petit affront, cherche à en recevoir de plus grands. Le rageux dévisagea un instant les traits fins de Jacques. Il soupira, puis trancha lentement sa gorge. Jacques n'émit aucun son, et il laissa la mort le prendre. Montbars sentit la tête de Jacques reposer sur son épaule, et il comprit. Il voulut dire quelque chose, mais la tristesse et la rage nouaient sa gorge. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Épargnez le frêle, et tuez-moi !» dit-il enfin. Le rageux se mit accroupi près de lui. « J'ai d'autres projets pour vous, capitaine. Je crois que les Espagnols seraient prêts à payer un bon prix pour récupérer Ojeda, et de surcroît, l'illustre Montbars. » Et sans attendre de réaction de la part de Montbars, le rageux se posta devant le frêle. « Et toi, le frêle, que dis-tu » Le rageux vint soulever le cache-œil du frêle et écarquilla les yeux en voyant un œil en parfait état. Il eut un doute, puis ôta violemment le bandana du prisonnier. Des cheveux mi-longs retombèrent sur le visage féminin du corsaire. Le rageux écarta sa chemise et un bout de sein apparut. « C'est une femme !» s'écria le rageux. Mais les corsaires n'eurent pas le temps de venir voir que quelqu'un s'écria. « Halte là !» Le rageux se retourna et vit le jeune Daniel. Le môme avançait lentement vers lui. Il présentait au rageux une large étoffe, et en son centre, l'imposant diamant rouge. Les corsaires furent subjugués par ce qu'ils virent. Le rageux fit un pas en avant, et il put voir le diamant de près. Il releva les yeux vers Daniel et dit « Sage décision, gamin. » Mais Daniel ne répondit rien, et un coup retentit. Les corsaires sursautèrent, et des oiseaux quittèrent leur nid pour gagner les cieux. Le rageux baissa les yeux et vit le trou béant et fumant dans ses parties basses. Ses yeux se levèrent au ciel et il tomba lourdement en arrière. La Buse s'approcha du rageux. Il était mort. Daniel n'osait plus bouger. Le corsaire échangea un regard avec Montbars, puis il regarda Daniel. Il prit le diamant entre ses mains et fit tomber l'étoffe au sol. Le pistolet d'Ojeda fumait encore. La Buse le prit des mains de Daniel. Puis il contempla un instant le diamant rouge. Il finit par remettre la pierre précieuse à Daniel et dit « Libérez le frêle et le capitaine, nous rentrons au pays. » Sans poil alla libérer le frêle, puis alla de bon cœur libérer le capitaine. Il retira les cordes au couteau. Puis une flèche vint transpercer son gosier. Montbars le vit tomber, chercha dans la jungle la provenance du tir et cria « Une embuscade !» Tous les corsaires se mirent à tirer en direction de la jungle, tandis que Montbars rampait à toute vitesse vers la mer. Daniel rangea son diamant dans sa chemise et courut vers les canots, mais les flèches partaient plus vite que les balles de plomb. Daniel sentit une vive douleur à la fesse droite. Il mit une main dessus et sentit le bois de la flèche profondément enfoncé. Il finit par sauter dans le canot et elle se rompit sous le choc. Montbars et la moitié de ses hommes purent mettre les canots à flot. Les cannibales avançaient sur la plage en ligne, les flèches partaient avec une force étonnante. Mais la distance eut bientôt raison de leurs tirs. Ils se contentèrent de ramasser les blessés, encore vivants pour la plupart. Montbars regardait la plage envahie par les cannibales, les corps de Jacques et Grand Torse, à qui il ne donnerait pas une sépulture décente. Le désir de vengeance l'avait aveuglé. Il l'avait laissé s'immiscer dans ses plans. Sans lui, il aurait renoncé à cette île maudite et aurait levé l'ancre depuis longtemps. Il serait revenu au pays, et la mutinerie n'aurait été qu'une chimère. Il sentit la colère prendre le pas sur la tristesse, et il courut armer un canon. La Buse le vit passer devant lui comme une ombre. « Capitaine, quels sont vos ordres ?» l'interpella-t-il. Mais le capitaine descendait déjà l'escalier en bois. « Au canon !» s'écria la Buse. « Tous avec Montbars !» Seul Daniel resta sur le pont. Il regarda les hommes du fidèle au loin, puis leva les bras. Le frêle comprit.
et elle donna l'ordre aux quelques corsaires à bord de préparer les boulets de canon. Les cannibales emportaient de préférence les hommes vivants. Mais ils n'eurent pas le temps de se réfugier dans la jungle que les premiers coups de canon partirent. Les boulets vinrent retourner le sable, décapiter les palmiers et creuser des tranchées profondes, arrachant au passage les corsaires agonisants et les cannibales qui les portaient. Le revanchard crachait son feu. Et le fidèle répondait par des salves tout aussi meurtrières. Daniel observa stoïque. Le monde se retournait. Un nuage dense s'était formé à la surface de l'eau. Il allait lentement vers la plage. Les derniers boulets de canon le transperçaient pour disparaître aussitôt dans l'épaisse fumée. Ce jour-là, 36 boulets de canon furent tirés, allégeant d'autant la coque et les cales des navires. La buse remonta sur le pont le premier. Le vent poussait peu à peu la fumée. Il prit sa longue vue et ne vit qu'un amas de corps, de palmiers et de sable. La jungle commençait à prendre feu en certains endroits. Tous les corsaires se regroupèrent autour du nouveau quartier-maître. Sur le pont du Fidèle, le frêle et ses hommes attendaient les ordres. Montbars fut le dernier à remonter. Il avait les yeux encore rougis par la haine. Les hommes s'écartèrent pour le laisser passer. Il chercha le corps de Jacques dans les tranchées, mais il ne vit que des bras et des corps mutilés. Il se retourna vers Daniel, qui regardait la plage, le regard vide. Il posa une main sur l'épaule du garçon et dit « C'est fini, nous rentrons au pays. » 1 an après son départ, Daniel revint un diamant entre les mains. Montbars paya ses fidèles. Après paiement, les cales furent encore pleines d'or et de pierres précieuses, richesse qu'il donnerait à l'intendant et au roi. « Hé !» dit la buse à Daniel. « Sans rancune, gamin. »« Sans rancune, » répondit Daniel, avant de faire l'accolade au frêle. Montbars le salua à son tour, et le gamin alla voir son père à la ferme. Il travaillait toujours au champ. Il se releva et vit Daniel au loin. Mais sa vue était si mauvaise qu'il ne le reconnut pas tout de suite. Et même à 1 mètre, il le trouva changé. Ses traits étaient sensiblement les mêmes, mais son regard s'était obscurci. « Je suis revenu, père, et j'ai fait fortune. » Daniel montra le diamant rouge. Le père l'observa de près, puis il dit d'un ton sec. « Garde ton diamant, bien mal gagné. » Daniel n'osa d'abord rien dire. Il rangea le diamant volé aux Indiens. « Où est maman ?» dit-il enfin. « Et Juliette ?» Le père releva la tête et reposa ses coudes sur sa bêche. « Ta mère est morte, » finit-il par dire. « Morte de chagrin après ton départ. Et moi je suis tombé malade. Je n'ai pas pu m'occuper de Juliette, je l'ai confiée au couvent. Et j'ai utilisé l'argent des sœurs pour soigner Matou et reprendre le travail. » Daniel vacilla, puis s'assit sur la terre sèche. « Je suis désolé, fils. Je pensais racheter sa liberté, mais je suis toujours aussi pauvre. »« Comment as-tu osé ?» s'écria Daniel, les larmes dans les yeux et la morve au nez. Il se releva et se précipita sur son père, affairé à labourer. Daniel le prit au col avec une force étonnante et le secoua pour lui soutirer des explications. « Comment as-tu pu faire ça? Et toi ?» répliqua le père. « Tu nous as abandonnés. Par ta faute, ta pauvre mère en est morte. » Daniel lâcha son père et recula. Il mit ses mains sur ses hanches et vit au loin une croix vulgairement plantée dans la terre. L'émotion le gagna tout à fait. Il pleura, debout, irriguant la terre sèche de ses ancêtres. Son père pleura aussi. Il tremblait à cause de la vieillesse et de la tristesse. « Je vais chercher Juliette », finit par dire Daniel en essuyant ses larmes. « Et nous irons nous installer ailleurs. » Le père Rivière vit son fils s'éloigner. À l'émotion déjà grande s'ajouta un sentiment de fierté. Son fils était revenu. Allait savoir quel danger il avait bravé. Au couvent, Daniel fut reçu par une bonne sœur dépourvue de toute bonté. « Juliette n'est pas à vendre !» dit-elle sèchement à Daniel. Mais Daniel la fixa intensément du regard. La vieille dame détourna les yeux. « Où est-elle » demanda Daniel. Mais la mère supérieure s'enferma dans le mutisme. Daniel l'écarta d'un bras sec et décidé. « Vous ne pouvez pas !» s'écria la mère supérieure. Mais Daniel poussait déjà la lourde porte de bois. Les sœurs virent entrer un corsaire jeune et sale. Elles s'écartèrent instinctivement. Daniel s'avança dans l'allée. Il regarda dans les pièces attenantes, puis alla jusqu'à la cuisine. Et là, il la vit. Juliette, en train de récurer le sol. « Juliette !» Sa jeune sœur se retourna.
Elle laissa doucement sa brosse, se releva maladroitement et alla jusqu'à son frère en boitant. Elle le serra à la taille, si fort qu'il en eut presque mal. Daniel releva la tête. Ses lèvres se rétractèrent sous l'emprise de la colère. Mais des larmes de soulagement vinrent glisser le long de ses joues. Elles tombèrent dans les cheveux sales de sa sœur. Il la prit dans ses bras et sortit. Les sœurs baissaient la tête. La mère supérieure allait dire quelque chose, mais Daniel passa devant elle, sans s'arrêter. Daniel avait appris à lire, d'abord grâce à Jacques, puis grâce au capitaine Montbars, durant le voyage de retour. Il alla chez les diamantaires dès son arrivée au port. Puis il ouvrit un compte dans une banque. Il mit une partie de son argent dans un coffre et le reste à la banque. Il acheta un terrain, cette fois tout près du port, avec vue sur la mer et les 3 bateaux de pêche qu'il avait achetés. La propriété disposait de 5 hectares de terrain. Au fond du jardin, Daniel fit construire une école à la mémoire de Jacques le Fidèle. Il s'installa dans la nouvelle demeure avec sa sœur et son père à qui il avait défendu de reprendre le travail des champs. « Tu es trop vieux, lui avait-il dit, et la terre est trop pauvre. La mer est riche, et ses pêcheurs sont jeunes. Ils travailleront pour toi. » Le père s'inclina. Son fils rapatria aussi les ossements de sa mère. Il lui donna une tombe décente et paya un curé pour l'enterrement. Un jour, Juliette dit à son frère, « Ne t'en va pas. »« Je vais en ville, » répondit Daniel. « Je serai pas long, je te promets. » Et le voilà en ville. Il demanda à la banque un prêt pour investir dans l'exploitation minière et améliorer la condition des hommes qui y travaillaient. « Je veux maintenant investir dans la mine, » dit-il à son banquier. « Votre bon cœur vous coûtera cher, » répondit le banquier. Daniel obtint le prêt et alla donc à la mine d'un pas décidé, confiant en l'avenir. Mais ce nouveau riche avait fait grand bruit. Dans les faubourgs et les tavernes, tout le monde connaissait Daniel le corsaire. 2 malfrats le suivirent le long de l'allée pavée. « Hé !» dit le premier. « Qu'as-tu donc dans ton sac ?» Daniel se retourna et vit les 2 édentés s'approcher de part et d'autre. « De l'or pour les mineurs. »« C'est fort généreux de ta part, » dit le deuxième. « Vous voudriez voler l'or qui lèvera ce pays ?» dit Daniel. « Donne-nous le sac, » dit le premier, « et on te laissera vivre. » Mais Daniel poursuivit son chemin. Le premier malfrat le devança et le menaça d'un couteau. Daniel tourna la tête et vit que l'autre faisait de même. Soudain, le premier brigand se jeta sur lui. Daniel l'esquiva et dégaina son couteau. Il mit le sac dans son habit neuf et fit face aux 2 assaillants. À la fenêtre, une femme observait la scène. Le deuxième malfrat se jeta sur lui à son tour. Mais Daniel planta sa lame dans le haut de son crâne et l'homme fut tué sur le coup. Le deuxième, découragé dans ses vils projets, dévala la pente à toute allure. Daniel le vit courir, puis interpeller 2 soldats. Les 2 soldats regardèrent dans sa direction et remontèrent la rue. « Jette ton couteau !» dit le premier soldat. « Mais ce malfrat qui s'échappe m'a attaqué. Jette ton couteau !» Daniel obéit. « C'est eux qui ont cherché querelle !» dit la femme à la fenêtre. « J'ai tout vu. Ce gentilhomme n'a fait que se défendre. » Mais les soldats ne virent qu'un couteau ensanglanté et un crâne presque ouvert en 2. Daniel fut menotté et jeté en geôle. 6 jours plus tard, Daniel n'avait pas touché à son bout de pain. Il reposait à même le pavé, à côté d'un bol d'eau dans lequel des légumes avaient cuit. Une minuscule fenêtre à barreaux laissait passer la lumière. Il entendit la porte grincer sur ses gonds, puis des bruits de pas lui parvinrent par écho. Les bruits de pas se rapprochèrent, puis cessèrent. Des bottes cirées étaient tout juste éclairées par le rayon qui traversait la pénombre. Le reste du corps était plongé dans l'obscurité. « On m'envoie vous libérer », dit une voix féminine. Daniel releva la tête, intrigué. « Le frêle ?» dit-il. L'inconnu se mit accroupi et Daniel vit une femme élégamment vêtue. Daniel eut du mal à la reconnaître sans son cache-œil. Mais c'était bien le frêle. Celle qui s'appelait Marie Huguenot, alias le frêle, le fit sortir de geôle. Un soldat ôta ses fers et il suivit Marie dans l'escalier obscur. Il s'arrêta sur le seuil de la tour. La lumière était aveuglante, il plissa les yeux et ne vit pas tout de suite la Buse et Robert Montbars. « Te joindras-tu à nous pour la prochaine expédition ?» dit Montbars. Mais Daniel repensa à sa sœur et refusa de les suivre. « Ma place est ici, capitaine, » dit-il. « J'ai une entreprise de pêche, une école et des précepteurs. Je vais reprendre la mine aussi. Je respecte ça, Daniel.
Si un jour l'appel de l'aventure est trop fort, va donc voir l'intendant, il saura te renvoyer vers moi. » Le capitaine salua Daniel et partit, suivi de la buse. Le frêle serra le jeune Daniel dans ses bras et les rejoignit sans tarder. Daniel avait des projets politiques. « Un jour viendra où les pauvres n'auront pas à chercher fortune ailleurs, » dit-il au vent, tandis que Montbarse et les siens descendaient l'allée pavée. « Un jour viendra où le peuple gagnera sa liberté. » Et quelques décennies plus tard, on vit naître l'une des révolutions les plus importantes que l'humanité ait connues.